Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à cette première université du LEM, première université d'été qui poursuit en réalité deux objectifs. Le premier, c'était de nous rassembler la profession, je devrais dire les professions, dans une unité de temps, de lieu, et ce autour d'un thème central de notre avenir, l'innovation. Alors en ce qui concerne le premier objectif, si j'en juge par le nombre de participants qui se sont inscrits, vous êtes plus de 800, pratiquement 850 à vous être inscrits au cours de cette journée. On peut considérer que c'est déjà un succès par l'attractivité que ces universités produisent. Et c'est un succès aussi qualitatif parce que nous avons dans la salle, bien sûr, des professionnels de l'industrie du médicament, mais nous avons aussi des représentants des patients, nous avons des penseurs, nous avons des scientifiques, des entrepreneurs, des découvreurs, des économistes, des responsables de la fonction publique, et puis surtout, et j'y tiens beaucoup, de jeunes talents de nos entreprises pour lesquels cette université a été faite aussi, ainsi que des étudiants, et vraiment, je veux leur souhaiter ici la bienvenue. Le deuxième objectif, c'était de fédérer les acteurs de santé autour de ce qui constitue l'un des piliers de l'action du LEM, à savoir l'innovation, la création de valeur industrielle, et leur impact sur le système de soins. Ensemble, nous devons expliquer comment et pourquoi l'innovation va bouleverser nos vies, notre industrie et notre système de soins. Ensemble, nous devons ouvrir les pistes de l'efficience de ce progrès, tracer les chemins possibles de la rénovation de notre système de soins, mais aussi questionner notre secteur à travers les enjeux d'attractivité qu'il porte. En réalité, nous savons, ces mutations sont en route depuis plusieurs années, mais l'accélération des connaissances, les progrès technologiques majeurs, le décloisonnement de notre industrie qui s'ouvre à d'autres domaines simplement que celui du médicament, tout cela, je vous l'ai dit, appelle à un choc de conscience. Un choc de conscience de tous les acteurs, industriels bien sûr, professionnels de santé, patients, citoyens et l'État. Choc de conscience, d'abord sur l'organisation des soins. L'exercice de la médecine, la prise en charge des malades, les moyens technologiques mis à disposition des médecins, les progrès thérapeutiques sont en pleine révolution, et ce, de façon concomitante. L'exercice de la médecine, d'abord, une médecine plus ambulatoire, qui, quelque part, questionne le rapport entre la médecine ambulatoire et la médecine hospitalière. Le rôle du médecin généraliste, essentiel, devenu au cœur, un acteur au cœur du parcours de soins du patient. Le rôle du pharmacien, essentiel également, dans la prévention, dans l'accompagnement, dans l'observance, la lutte contre la iatrogénie, dont nous avons fait un de nos thèmes majeurs récemment. Je veux aussi saluer l'aide des aidants, l'accompagnement des aidants dans une population vieillissante, pour lequel nous devons réfléchir à comment accompagner la santé du troisième âge. Les moyens technologiques ont changé. L'aide au diagnostic avec l'intervention de systèmes experts dont certains sont époustouflants, je pense notamment à ce qui est mis au point par Google, qui permettra peut-être demain d'accompagner le médecin dans son algorithme diagnostic, mais surtout de permettre aussi de l'autodiagnostic. La télémédecine, qui permettra de résoudre une partie de la désertification médicale, pouvoir soigner à distance, pouvoir regarder des examens à distance, radiographiques ou échographiques. Les objets connectés, qui sont aussi une révolution extraordinaire, qui permettent demain de pouvoir surveiller les traitements, là encore, faire de l'autosurveillance, mais aussi faire de la prévention, être plus en responsabilité en tant que patient de sa santé. La robotique, qui a transformé la main du chirurgien, qui a donné plus de précision, et qui permet aujourd'hui d'améliorer la sécurité des interventions. Et puis l'imagerie. Bien évidemment, les progrès de l'imagerie, la numérisation, autorisent aujourd'hui pratiquement en un seul examen à faire des diagnostics infracliniques. Tout ceci est une réalité. Les progrès thérapeutiques, il en va de même. Innovation de rupture, sciences du vivant, arrivée en masse de l'immunothérapie, avec les biomarqueurs, avec la possibilité maintenant d'identifier a priori les répondeurs au traitement, la capacité par la pharmacogénomique à mieux serrer les patients, pouvoir aussi, avec le séquençage du DNA, mission d'ailleurs confiée à Vincent, pouvoir
mieux approcher les maladies rares, pour lesquelles nous avons un devoir de faire des progrès. La ministre de la Santé, lors de l'inauguration des rencontres internationales de recherche, l'a rappelé. Ces missions sont importantes et nous devons accompagner les évolutions qui vont dans le sens d'une médecine plus personnalisée. Vous le voyez, la médecine que l'on qualifie parfois du futur n'est pas un rêve. C'est une médecine du présent. Elle a, par définition, un impact structurel majeur. C'est d'ailleurs quelque chose dont tout le monde convient, y compris l'État, en lançant le projet de loi de modernisation de la santé. Or, notre système de santé est l'un des meilleurs au monde. Il a été bâti, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans l'immédiate après-guerre, pour une médecine qui, vous le savez, était une médecine clinique, une médecine de proximité, une médecine presque ramifiée. Comment peut-on imaginer une seule seconde? Comment peut-on imaginer que ce système, tant dans sa composante structurelle que dans celle de son financement, puisse être adapté à recevoir un tel choc et une telle révolution technologique? Le débat sur le maillage territorial des établissements de soins en est un exemple. Il est devenu d'ailleurs plus un enjeu d'aménagement du territoire qu'un enjeu de santé publique. Il conduit à des inégalités de chance des Français devant les soins, du fait de l'hétérogénéité des équipements et des expertises. Souvenez-vous, en 2012, l'IGAS, dans son rapport, soulignait déjà ce point. Il disait « Il est établi que pour un certain nombre d'accès, notamment chirurgicaux, la proximité des soins équivaut à une baisse de qualité des soins qui se manifeste par une hausse des complications et des événements indésirables. » Deuxième exemple, la question du parcours de soins, l'organisation du parcours de soins autour d'un concept d'une médecine de plus en plus ambulatoire, de plus en plus personnalisée, de plus en plus connectée et donc de plus en plus performante, pose nécessairement la question du rôle de chacun dans l'accompagnement de cet inéluctable changement. Enfin, cette nouvelle médecine nous amène à relever le défi de l'efficience et du financement de ce progrès qui, et c'est cela qu'il faut retenir, bouleversera la donne, guérira des maladies aujourd'hui incurables. Malheureusement, contrairement à d'autres pays européens, la France tarde encore à tirer toutes les conséquences de cette révolution technologique dans l'organisation du système de soins. Et il faut bien avoir à l'esprit que les mutations dont je viens de parler ne laisseront guère de place, et surtout pas de temps, pour le moindre conservatisme. C'est pourquoi le LEM milite pour des réformes structurelles du système de santé et pour une politique sanitaire fondée sur un mot, l'efficience. En matière d'éducation, de santé, de prévention, de dépistage, les besoins sont énormes. Et les industriels ont porté un certain nombre de propositions sur lesquelles ils peuvent apporter un soutien scientifique, logistique, mais aussi financier. Nous avons porté ces solutions dans le cadre des plans de finances de la sécurité sociale. Nous avons fait valoir ces idées auprès de la ministre. Il est temps d'oser des réformes de structure. Nous lui avons dit, répété. Il est temps de contractualiser avec les acteurs industriels, les professionnels de santé, les associations de patients, les institutions locales, nationales, pour redonner tout le sens et toute sa chance à notre système de soins. Seule une telle réforme permet d'en garantir la pérennité. Le deuxième choc de conscience dont je veux vous parler, c'est celui de l'évaluation des produits de santé, qui a à voir quelque part avec la qualité. Nous l'avons vu, tous les progrès technologiques en cours vont modifier l'approche diagnostique, thérapeutique et celle du parcours de soins. Ils vont aussi profondément, ne nous le cachons pas, modifier notre paradigme de recherche et de développement, transformer une partie de notre outil industriel et ouvrir à de nouveaux métiers et à de nouvelles compétences. C'est d'ailleurs ce que nous faisons valoir dans le cadre du pacte de responsabilité. Mais dans l'approche qualitative de l'accès au marché de ces innovations, vous imaginez bien que cela soulève une grande question. Comment mieux évaluer le bénéfice, mais aussi le risque de protocoles thérapeutiques individualisés, multiples, combinatoires, interagissant avec l'information, l'automatisation, la prévention? Comment réinventer le concept d'evidence-based medicine et l'idée même d'une reproductibilité des lois scientifiques face à cette complexité des options possibles?
Cette individualisation de l'approche thérapeutique avec des médicaments plus ciblés, accompagnés de biomarqueurs, reposant sur le progrès combiné de l'imagerie et du diagnostic, va fatalement poser la question de l'évaluation thérapeutique en général et celle du médicament en particulier. La complexification des traitements, la prévention, le diagnostic, le médicament ne forment plus qu'un tout indivisible. Et ceci nous impose une approche fatalement plus pragmatique, une évaluation de l'efficience de notre système en vie réelle. Et c'est ça, le troisième choc de conscience. Ce troisième choc de conscience, il appelle à la réalité d'une révolution économique et industrielle. Ce sujet, il est capital. Alors que l'appareil industriel français peine à capter les nouvelles productions de médicaments innovants et que nos grands voisins européens ont pris une longueur d'avance, ils ont fait déjà ce choix dans le domaine notamment des biotechnologies. Il est également essentiel par le fait que la dimension économique de notre secteur et sa régulation conditionnent quelque chose de fondamental, l'attractivité, mais aussi la prédictibilité, la lisibilité. Souvenez-vous, les trois grands thèmes du Conseil stratégique des industries de santé, il n'y a pas de hasard. Nous sommes là pour porter ce message et nous avons besoin ensemble de relever le défi aussi de la compétitivité de ce pays. À ce titre, le sujet de l'innovation ne doit pas nous détourner de la nécessité de maintenir en France un outil de production traditionnel. Et vous le savez, le LEM s'y emploie dans le cadre de sa ligne politique pour lequel c'est une priorité. Repositionner les usines françaises sur le marché d'avenir ne doit pas nous dispenser de soutenir la production en France des produits matures. Nous en sommes un des grands exportateurs et cela répond en plus à des normes de qualité, des normes environnementales, sociétales, parmi les plus élevées au monde. Nous devons protéger cela. Ces produits issus de la chimie traditionnelle auront toujours une place essentielle dans la prise en charge de maladies les plus courantes qui posent de vrais problèmes de santé publique. Je pense au diabète, je pense à l'hypertension artérielle, aux maladies infectieuses, mais aussi au cancer, pour lequel les chimiothérapies que nous avons mis au point permettent aujourd'hui de bouleverser le pronostic de certaines maladies, jadis engageant le pronostic vital. De plus, les industriels élaborent maintenant sur ce type de produit ce que l'on appelle des solutions intégrées, par exemple dans le diabète, pour faciliter la prise en charge du patient dans le cadre de ces thérapeutiques éprouvées. De grandes firmes françaises, internationales, ont mis au point ces solutions et ça participe à l'effet positif sur l'efficience structurelle et économique des produits que nous mettons sur le marché. Comment imaginer que ces coûts, ainsi rendus par cette efficience, ne soient pas désormais intégrés dans l'évaluation médico-économique et mis au cœur de la régulation du secteur et de la loi de finances de sécurité sociale? C'est en tout cas un des messages forts que nous porterons à la ministre dès l'ouverture des discussions sur la prochaine loi de finances. Le LEM propose d'intégrer l'efficience de notre innovation dans les mesures structurelles. Nous essayons de convaincre que c'est là la grande idée pour faire en sorte que l'innovation qui est là, pas l'innovation de demain, l'innovation qui est là aujourd'hui, nous permette de donner le plus grand accès au plus grand nombre, sans passer par cette logique absurde du tout baisse de prix. Il faut trouver un juste équilibre entre l'efficience, la régulation des dépenses et le financement de notre système de soins. Et c'est là la seule façon d'en garantir la pérennité. C'est aussi la seule façon de permettre à chacun de nos concitoyens l'accès aux thérapies innovantes, tout en préservant les solutions thérapeutiques traditionnelles dans un environnement sécuritaire. De plus, il nous faudra, dans cette approche économique, tenir compte des besoins essentiels attendus par des populations qui n'ont pas la chance d'avoir un système de soins aussi développé que le nôtre. Les industriels et les pouvoirs publics ne peuvent pas s'affranchir de ces différences. La recherche par nos grands groupes pharmaceutiques, français et étrangers, sur la mise au point de nouvelles solutions pour l'éradication du sida, pour la solution contre Ebola, pour la prévention de la dengue, sont les témoins de notre engagement face à ces crises sanitaires qui nous menacent. Et je le dis avec force, dans ce domaine, hypothéquer le vaccin n'est pas une option. La vaccination est importante, c'est le moyen par essence efficient de prévenir la survenue de drames sanitaires. Et c'est en plus le modèle économique le plus efficient. Demain, je devrais dire aujourd'hui,
la thérapie génique, les biotechnologies viendront compléter l'arsenal d'une médecine à la fois curative et préventive. Mais mécaniquement, le rendement des gains d'efficience économique de cette nouvelle médecine bousculera définitivement l'approche comptable de la régulation telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous l'avez compris, face à l'innovation, il nous faut tout réinventer. C'est ça le combat du LEM. Chaque bataille perdue sur le terrain de l'attractivité de la France pour les innovations de santé est une bataille perdue sur le terrain de la croissance économique et de l'emploi. Je ne peux pas me résoudre à perdre la moindre bataille. Pour attraper le train de l'innovation, nous devons non pas adapter notre système, mais bien le réinventer. C'est tout le sens que nous avons voulu mettre dans cette première édition de Pharmacité. Il nous faudra le faire dans un monde désormais décloisonné, où les idées et les talents se livrent une concurrence mondiale. Fort de notre capacité à créer les nouvelles solutions pour ce qu'il y a de plus précieux, la santé, il nous faut être force de proposition, inventeur d'idées et trouver notre place dans le débat. Les 100 000 femmes et hommes qui constituent notre secteur ont désormais un visage. Et de ce visage, nous devons être fiers. Fiers d'être là, réunis, tous ensemble, avec un objectif commun, déterminés dans notre volonté d'être une partie de la solution et non une partie du problème. Aujourd'hui, l'idée n'est plus d'adapter ce système, mais de le rebâtir. Et cet effort, qui passe par une remise en question de nos schémas de pensée, il appelle à la plus large concertation et surtout le plus grand courage. Mais je sais que le courage, nous en avons. Alors je vous souhaite de beaux travaux pour cette première édition des Universités du LEM. Je vous remercie. Merci.